Bonjour. Donc, on va étudier l'équilibre d'un corps solide soumis à l'action de trois forces non parallèles. Donc, équilibre d'un corps solide soumis à l'action de trois forces non parallèles. Donc, pour cela, on va commencer par une activité pour mieux comprendre les conditions d'équilibre. Activité numéro 1. Donc, l'activité numéro 1. Donc, on va étudier l'équilibre d'une plaque en polystère dont l'intensité de son poids P égale à 0,1 newton. Donc, on a déjà réalisé l'expérience en classe et on a pris une photo qu'on va exploiter pour répondre à toutes les questions de l'activité. Voilà. Voilà la photo de l'expérience qu'on a fait en classe. Donc, vous voyez que s'il y a la plaque en polystère qui est soumise à l'action, c'est-à-dire des forces des dynamomètres. Donc, on va nommer ces dynamomètres pour faciliter, c'est-à-dire le travail. Donc, on va appeler ça, celui-là, donc c'est le dynamomètre D1, par exemple. L'autre, dynamomètre D2, dynamomètre D3. C'est bon. Donc, on va poser quelques questions. Donc, on va commencer par la question numéro 1. Donc, il n'y a pas de place. Donc, ici. Donc, je peux prendre une nouvelle page. Donc, on va poser la première question. Voilà. La première question, c'est faire le bilan des forces exercées sur la plaque. Faire le bilan des forces exercées sur la plaque. Donc, quel est le système étudié dans ce cas-là? Donc, on cherche les forces exercées sur la plaque. Sur la plaque. Donc, le système étudié sera la plaque en polystère. Système étudié. Donc, système étudié, c'est la plaque. C'est la plaque. Donc, quelles sont les forces extérieures maintenant, agissantes sur le système? Donc, bien sûr, il y a la force exercée par la Terre. C'est le poids de la plaque. Donc, et poids de la plaque. Donc, l'intensité d'après les données, poids de la plaque égale 0,1 newton. Ensuite, les autres forces, il y a la force exercée par le dynamomètre D1. Donc, on va appeler ça la force F1. C'est la force exercée
par le dynamomètre D1. Bien sûr, sur la plaque. Quelles sont les autres forces? Donc, c'est le dynamomètre D2. Donc, on va appeler ça la force F2 exercée par le dynamomètre D2. Bien sûr, sur la plaque. Ensuite, il y a la dernière force, c'est F3 exercée par le dynamomètre D3, bien sûr, sur la plaque. Donc, pour les intensités, donc, on va revenir à la photo de l'expérience. Donc, quelle est la force? La force exercée par le dynamomètre 1, à peu près, vous voyez que c'est presque 2,1 newton. F1 égale 2,1 newton. L'autre force exercée par le dynamomètre DE sur la plaque, donc c'est presque 2,5 newton. Donc, vous voyez ici, le dynamomètre 2 indique 2,5 newton. Donc, F2 égale 2,5 newton. Et enfin, la force exercée par le dynamomètre D3. Donc, c'est à peu près 3,5. Donc, il indique le dynamomètre 3,5 newton. Donc, je vais noter l'intensité de la force F3 est égale à 3,5 newton. Voilà. Donc, faire le bilan des forces, on a répondu à la question. Donc maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? Si on fait la comparaison entre l'intensité du poids et l'intensité des autres forces. Donc vous voyez que le poids, l'intensité du poids de la plaque est très faible devant les autres forces. Donc on dit qu'il est négligeable. Donc P est négligeable devant F1, F2 et F3. Et dans ce cas-là, puisqu'il est négligeable, donc on peut considérer que la plaque est en équilibre sous l'action de 3 forces seulement. Donc on va prendre une nouvelle page. Question numéro 2. Voilà. Qu'est-ce qu'on demande? Donc les droites d'action des 3 forces sont-elles dans le même plan? Donc les droites d'action sont-elles dans le même plan? Donc qu'est-ce qu'on va faire pour démontrer que ces droites d'action sont dans le même plan? Donc pour ce but-là, donc on va prendre une autre photo. Voilà. Donc qu'est-ce que vous voyez sur la photo? Donc on a, c'est-à-dire après avoir glissé une plaque en verre. Donc vous voyez que on a glissé une plaque en verre sur les fils des dynamomètres. Donc vous voyez que la plaque en verre, la plaque est transparente. Lorsqu'on a glissé cette plaque-là en verre sur les fils, donc on voit bien que ces fils-là se trouvent dans le même plan, donc de la plaque en verre. Donc par conséquent, les droites d'action des 3 forces donc sont situées dans le même plan. Donc, et par conséquent, donc on peut dire que les forces F1, F2 et F3 sont coplanaires. On dit que les forces
F1, F2, F3 sont, je vais choisir une autre couleur, coplanaires. Voilà. Donc, on va passer à la question suivante. Donc, la deuxième question, donc on va passer à la question numéro 3. La troisième question. Donc, qu'est-ce qu'on demande? On demande de représenter les droits d'action des trois vecteurs force. Donc, quelle est la méthode convenable pour répondre à cette question? Donc, j'ai une idée. Je vais revenir à la page, c'est-à-dire de la photo. Donc, je peux tracer, c'est-à-dire la droite d'action, en pointillé. Voilà. Je vais choisir, par exemple, le noir. Donc, je vais tracer une ligne confondue avec, donc une ligne confondue avec le fil. Donc, la même chose. Je vais tracer une autre droite, voilà, confondue avec le fil du dynamomètre D1. La même chose pour le dynamomètre. Non, pardon. Non, c'est pas confondu. Donc, voilà. Voilà, une autre ligne. Voilà. Donc, les trois lignes sont confondues avec les fils des dynamomètres. Bien. Que constatez-vous? Donc, vous voyez que nous constatons que les trois droites d'action se coupent au même point. Donc, les droites d'action se coupent au même point. Dans ce cas-là, on dit que les trois forces, F1, F2, F3, sont concurrentes. On va répondre à cette question. On dit que les trois forces, F1, F2, F3 sont comment? Sont concurrentes. C'est bon. Question suivante. Donc, je montre une autre page. La question. Donc, on a répondu à la question numéro 3. Donc, on va passer à la question numéro 4. Donc, en choisissant une échelle convenable, représenter les trois vecteurs force. Donc, pour les lignes d'action, c'est-à-dire c'est pas la peine de les laisser, donc c'est mieux de les supprimer. Donc, je vais d'abord verrouiller la photo pour qu'il soit stable. Voilà, je vais supprimer les lignes. Voilà. Maintenant, on va tracer, c'est-à-dire les vecteurs force. Donc, représenter les vecteurs. Donc, on va commencer par le vecteur, c'est-à-dire de la force F1. Donc, dans ce cas-là, on aura besoin d'une échelle. Donc, je vais choisir. Donc, vous voyez qu'ici, vous avez 2 newtons. Donc, si
je prends 2 cm pour chaque newton, donc ce sera mieux. Donc je vais choisir une échelle. Chaque, c'est-à-dire l'échelle, chaque newton sera représenté par 2 cm. La première force, F1. Donc F1, c'est 2,1. 2,1 newton. Donc, combien de centimètres? Donc, ça va donner, multiplié par 2, ça donne 4,2 centimètres. Donc, pour l'autre force F2, ça fait 2,5. Donc, 2,5 newtons sera représenté par, multiplié par 2, ça donne 5 cm. Ensuite, finalement, la troisième force, c'est à peu près 3,5. Donc, je vais choisir une autre couleur pour différencier les deux. Donc, la troisième force avec 3,5 newtons. 3,5 newtons. Donc, ça donne, multiplié par 2, 7 cm. Voilà, c'est bon. Donc, maintenant, on va commencer à tracer les vecteurs. Mais on aura besoin d'une règle. Donc, on va exploiter les outils mathématiques et logiciels. Outils mathématiques. Je vais prendre une règle. Voilà. F1. Donc, on va choisir la couleur verte. Ensuite, on va placer la règle. Donc, pour la force F1, vous voyez que nous avons 4,2 cm. 4,2 cm. Donc, 4,2. Jusque là. Ensuite, l'autre force F2. Voilà. Donc la force F2, il y a 5 cm. Donc 5 cm. Je vais choisir la couleur bleue de la force F2. Donc 5 cm, je commence de 0. 5 cm. Et enfin, la force F3. Donc, je vais choisir la couleur orange. Non. Je vais annuler. Il faut que la flèche soit, c'est-à-dire la flèche coïncide avec le fil. C'est bon. Maintenant, on va passer à la question suivante. Après la représentation, on va passer à la question suivante. La question numéro 5. Donc, qu'est-ce qu'on demande? Après avoir représenté les forces, les vecteurs forces, maintenant, on va représenter la somme vectorielle. La somme vectorielle de ces trois forces. Donc, pour la représentation de la somme vectorielle, c'est-à-dire, on doit translater les vecteurs. C'est quoi translater un vecteur? Donc, c'est
déplacer un vecteur. Par exemple, si tu veux translater, je vais prendre un exemple. J'ai un vecteur, par exemple, comme ça. Voilà. Donc, pour translater le vecteur, je vais déplacer le vecteur de façon que la direction reste la même, le sens est le même, et la longueur de la flèche, c'est-à-dire la norme, reste la même. Ça, donc translater un vecteur, c'est déplacer le vecteur tout en conservant la direction, le sens et la norme. Voilà. Voilà l'opération. Donc, la somme vectorielle des vecteurs force, donc, c'est-à-dire polygone des forces. Lorsqu'on dit trouver la somme vectorielle des vecteurs force, ou bien représenter la somme vectorielle des forces, ça revient à dire que trouver le polygone des forces, ou bien... D'accord. Donc, je vais noter ici. Donc, lorsqu'on dit la somme vectorielle des vecteurs force, ceci est équivalent à dire polygone des forces. Des forces. Donc maintenant, pour trouver la somme vectorielle de F1, F2, F3, donc on doit translater les vecteurs force. Donc, translater les vecteurs force. Pourquoi? De façon que l'origine du deuxième vecteur soit placée à l'extrémité du premier. Donc, on va revenir à notre photo de l'expérience. Maintenant, on n'a pas besoin de cette photo-là. On a déjà tracé les vecteurs. Voilà, je vais supprimer la photo. Voilà. Il nous reste les vecteurs qu'on a tracés. Donc ici, c'est la force F1. En bleu, c'est la force F2. Orange, c'est la force F3. Donc, pour que le symbole, c'est-à-dire de la force, soit lié à la flèche, c'est-à-dire au vecteur, je vais les grouper. Donc, je vais grouper comme quoi, lorsque je veux déplacer, voilà, le vecteur, le symbole se déplace en même temps avec le vecteur. Pour simplifier le travail, la même chose ici. Je vais grouper le vecteur avec son symbole de façon que lorsque je voudrais déplacer le vecteur, il se déplace avec le symbole de la force. La même chose, je vais grouper ces deux. Voilà. Maintenant, je vais commencer à faire la somme vectorielle. Donc, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Pour la somme vectorielle, c'est-à-dire, on va faire une translation. Donc, la translation de n'importe quel vecteur. Je commence par n'importe quel vecteur. Voilà. F2.
je vais faire la translation de F1 maintenant. Translation de F1. Voilà. Maintenant, vous voyez que l'origine de F1 coïncide avec l'extrémité de F3. Voilà. Donc, conclusion. Donc, vous voyez que le polygone des forces est un polygone fermé. Voilà. Pour faire la différence, si par exemple on a trouvé une somme des trois forces de cette façon-là, vous voyez qu'ici, vous avez un polygone des forces, c'est-à-dire la somme vectorielle, mais il n'est pas fermé. Dans notre cas, donc dans notre cas, vous voyez que le polygone des forces est fermé. Je vais prendre une autre page. Voilà. La conclusion. Donc, que peut-on conclure? Donc, la conclusion, c'est on obtient un polygone de forces fermé. Donc, les trois forces ont une somme vectorielle nulle. Donc, vous voyez que puisque la somme, le polygone des forces est fermé, ça veut dire que la somme des forces est égale à 0. Voilà. Par exemple, si vous avez un polygone qui n'est pas fermé, par exemple, comme ça, bon. Si vous avez un polygone qui n'est pas fermé, comme ça par exemple, donc quelle sera la somme des forces dans ce cas-là? La somme des forces sera, c'est-à-dire, je pars de l'origine du premier vecteur jusqu'à l'extrémité du dernier. Donc voilà, ici ça représente la somme des forces. Donc c'est différent de 0. Mais notre cas, vous voyez que la somme des forces ici est égale à 0. Pourquoi? Parce que le polygone des forces est fermé. Donc si tu fais la somme, ça donne 0. Voilà, donc la conclusion, qu'est-ce qu'on va écrire? Donc, conclusion, donc on obtient un polygone, donc, polygone de force fermée. Donc, par conséquent, donc, les trois forces ont une somme vectorielle nulle. Donc, on va traduire ça par la relation, la somme vectorielle F1 plus F2 plus F3 égale au vecteur 0, nul. Donc, bien. Donc, on va passer à la question suivante. Voilà. Maintenant, on va conclure. Quelles sont les deux conditions d'équilibre d'un corps solide soumis à trois forces non parallèles? Donc, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? Donc, lorsque un solide est en équilibre sous l'action de trois forces non parallèles, qu'est-ce qu'on a conclu? C'est-à-dire d'après l'expérience qu'on a vue, c'est-à-dire il faut que la somme des forces, c'est-à-dire la somme vectorielle des forces, c'est-à-dire égale au vecteur 0,
c'est-à-dire le polygone des forces est fermé. C'est la première condition d'équilibre. La deuxième condition d'équilibre, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? Donc, les forces qu'on a vues tout à l'heure, ils sont comment? Les trois forces sont des forces, c'est-à-dire concurrentes et coplanaires. Donc, la deuxième condition, c'est qu'il faut que les trois forces soient coplanaires et concurrentes. Voilà le résultat final. Donc, lorsqu'un solide, l'énoncé, donc, lorsqu'un solide se mise à trois forces non parallèles est en équilibre, donc vous avez la première condition, c'est quoi? Donc, c'est la somme vectorielle des trois forces est nulle. Donc, entre parenthèses, vous voyez que ici, c'est équivalent quoi? C'est-à-dire, ou bien, polygone des forces est fermé. Voilà. Ça, c'est la première condition. Mais attention, cette première condition, elle est nécessaire. C'est-à-dire, nécessaire à l'immobilité du centre d'inertie du solide. Donc, cette condition-là. Mais vous allez voir qu'elle n'est pas suffisante. Donc, la deuxième condition, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Donc, les trois forces sont coplanaires et concurrentes. Donc, cette deuxième condition bien sûr, est nécessaire pour l'absence de rotation du solide, au cas où la première condition est vérifiée. Donc, si la première, par exemple, condition est vérifiée, elle n'est pas suffisante. Donc, il faut la deuxième, c'est-à-dire condition, c'est-à-dire pour que le solide, c'est-à-dire ne soit pas en rotation. Donc, remarque. Donc, première remarque. Donc, ces deux conditions-là, bien sûr, ils sont nécessaires, mais non suffisantes, tous les deux. Pourquoi? Parce que, en effet, lorsqu'elles sont vérifiées, un solide peut avoir son centre d'inertie animé d'un mouvement rectiligne uniforme. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'il y a une somme, c'est-à-dire lorsqu'il y a la somme vectorielle des forces égale à nulle, et les forces sont coplanaires et concurrentes, ici, ça ne veut pas dire que le corps est en équilibre. Non. Donc si ces deux conditions sont vérifiées, donc on peut avoir un solide, d'après le principe d'inertie, qui est en mouvement rectiligne uniforme. Donc, mais l'inverse, lorsqu'un solide est en équilibre, bien sûr, la somme des forces vectorielles est nulle. Mais pour l'inverse, donc, ces deux conditions sont nécessaires, mais non suffisantes. Deuxième remarque. La deuxième remarque, donc, si la première condition est vérifiée, avec des droites d'action coplanaires, mais non concurrentes, le solide peut être en rotation. Voilà. Donc, ici, si la première condition est vérifiée, c'est-à-dire la somme des forces égale à 0, et les trois forces sont coplanaires, mais non concurrentes, le solide peut être mis en rotation. Voilà. Mes chers élèves, vous êtes ma source d'énergie. Votre regard, votre écoute, votre participation, votre curiosité, votre motivation me nourrissent. Je reste toujours à votre disposition pour tout commentaire et toute suggestion qui puisse améliorer notre travail. Vous savez, mes chers élèves, que la journée mondiale du lavage des mains est une campagne visant à motiver et à mobiliser les populations à travers le monde pour améliorer leurs habitudes quant au lavage des mains. Cette journée internationale a lieu le 15 octobre de chaque année. Elle est dédiée à la sensibilisation des populations pour se laver les mains avec du savon, afin de prévenir certaines maladies. Le risque de contacter une maladie respiratoire ou intestinale peut être réduit de 25 à 50% par ce geste. N'oubliez pas de vous laver les mains plusieurs fois par jour et bon courage mes chers élèves pour vos révisions.